Merci beaucoup. Monsieur Sacco, vous en pensez quoi de cette recomposition aujourd'hui géopolitique post-Covid? Très clairement, en tout cas, les tendances et les premiers sentiments que nous avons, en tout cas quand nous discutons avec les entrepreneurs au niveau local, c'est ce retour à une certaine forme de nationalisme, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, dans le discours autant des politiques que des jeunes Africains, c'est OK, on va sortir du franc CFA. Oui, il faut industrialiser l'Afrique. Oui, il faut miser sur l'Afrique. C'est-à-dire, il y a ce changement de paradigme qu'on ressent, on va dire, à la base chez les citoyens qui commencent à ne plus regarder, on va dire, le monde ou leur futur à travers l'Europe ou à travers les États-Unis, mais qui commencent à se tourner en disant, OK, c'est possible de le faire en Afrique, c'est possible en travaillant avec la Côte d'Ivoire, avec l'Afrique du Sud, avec le Maroc. Donc, c'est quelque chose de fondamental qui est en train de se passer. Je pense que cette crise va nous permettre en tout cas d'accélérer cette phase où l'Afrique se retrouve entre elles. Il y a la ZLECA qui se met en place, il y a d'autres initiatives qui se mettent en place et nous pensons qu'en fait, c'est quelque part le bon momentum pour en tout cas adresser ce retour à ce sentiment en tout cas de fierté de l'histoire africaine. Et c'est quelque chose que nous ressentons à la base et je pense que c'est en train de remonter vers les pouvoirs publics de plus en plus. Merci beaucoup. Je souhaiterais maintenant passer à une nouvelle phase de cette émission en vous posant quelques questions directement. Alors, elles sont un peu disruptives, je dirais, par rapport à la pensée ambiante, mais ce sera soft, hein, mais ça aura au moins le mérite d'être posé. Vous avez tous vu les vidéos des présidents tanzaniens, malgaches, contre les vaccins, contre les tests et les thérapeutiques occidentales. Qu'en pensez-vous, vous, de ce vaccin programmé à grande échelle? On va rester avec vous, Monsieur Sacco, pour commencer cette question. Vous C'est êtes quelque pour chose cette vaccination de masse? où aujourd'hui, très clairement, au Sénégal, en tout cas, nos scientifiques ont confirmé que, en tout cas, certains produits comme la BGA a des avantages d'une certaine manière. Il y a toute on va dire, une équipe scientifique qui travaille sur ça. On regarde ça avec de l'optimisme, mais aussi de l'optimisme mesuré d'une certaine manière. Donc, on pense qu'il y a des solutions qui peuvent être développées en Afrique qui vont aider la population, la santé de la population, mais nous regardons ça avec un regard aussi, on va dire, aussi indépendant de quelque chose qui viendrait de la France ou des États-Unis. Donc, c'est à ce stade-là, en tout cas, où on est ici au Sénégal. Très bien. Quelqu'un d'autre veut répondre à cette première question sur cette vaccination de masse? Pas vraiment. Alors, deuxième question, comment comprendre aujourd'hui que finalement on paralyse toutes ces économies, vous êtes revenu largement dessus, alors qu'il y a objectivement si peu de personnes contaminées, si peu de morts en rapport aux populations? Est-ce que finalement c'est pas véritablement suicidaire? Je vous repose la question, même si certains, de façon un peu sibylline, y ont répondu tout à l'heure en apportant des éléments de réponse. Monsieur Kouassigan? Très bonne question. Levez la main. Euh, je pense que l'approche a été d'imaginer ce qu'on pourrait appeler le worst case scenario, c'est-à-dire d'être le plus pessimiste possible quant à la façon dont les choses pourraient se développer, étant donné le degré d'incertitude, pour minimiser, disons, le risque et ne pas avoir par la suite à le rattraper. Pour nous, aujourd'hui, c'est bien sûr, de façon, en se retournant, on peut considérer aujourd'hui que certaines mesures ont été draconiennes, peut-être excessives, mais au moment de la prise de décision, nous n'avions pas la lecture que nous avions aujourd'hui. Et c'est peut-être ce qui a motivé cette approche. Et je crois aussi, et ça a déjà été mentionné, que le facteur de la peur a joué un rôle très important, et ce mouvement de retrait qu'on voit dans d'autres domaines avec des mouvements nationalistes ou régionalistes, etc. Je crois que c'est un petit peu le même mouvement qui est régi par la peur de l'autre. Et le Covid a beaucoup symbolisé cette peur de l'autre, de façon anonyme, mais extrêmement criante. Ah oui, la peur qui a été bien sûr alimentée et ô combien par les médias, par mes confrères journalistes.
face à toutes ces informations véhiculées tous les soirs par la presse, par la télévision, ces informations même parfois fausses, si alarmistes. Comment réagissez-vous par rapport à ça? J'ouvre le micro, chacun prend la parole à tour de rôle. J'ai levé la main. Allez-y, Assia. J'ai levé la main, voilà. Écoutez, très brièvement, malgré tout, sur la problématique des morts. Vous savez, Richard, 30 000 morts en France, ce n'est pas anodin. Et le Maroc, qui a la moitié de la population de la France, eh bien, grâce au confinement anticipé et aux mesures que nous avons prises, nous sommes à 200 morts. Donc, le confinement, ce n'est pas un luxe. Et il est clair que l'économie, c'est aussi la vie, je l'ai déjà dit, mais il est hélas extrêmement difficile de pouvoir trancher dans le vif. Et je ne souhaite pas être à la place des décideurs. Alors bien sûr, ces fake news, c'est l'horreur parce que maintenant les réseaux sociaux n'ont rien à faire. Et moi, je pense qu'il faut absolument faire preuve de discernement entre ce qui se dit et ce qui se colporte. Je l'ai dit en introduction pour ne pas avoir à y revenir, les incertitudes sont la seule chose dont nous sommes certains. On ne connaît pas le virus, on ne connaît pas la durée de l'épidémie, on ne connaît pas son importance, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer. Et avec toutes ces incertitudes, comment voulez-vous prendre des décisions qui soient raisonnables, appropriées? Alors, il est tout à fait clair, pour dire un mot quand même sur la problématique de l'État, il y a un besoin d'État qui s'est imposé grâce à cette crise, mais hélas, avec peut-être les dérives potentielles qui peuvent l'accompagner et un certain autoritarisme, et certains pourraient en profiter pour précisément étouffer la démocratie naissante en Afrique. Et j'espère que ça ne sera pas le cas. En tout cas, on essaye d'y veiller grâce à la vigilance de la société civile. Et c'est pour ça qu'elle est fondamentale, qu'elle s'implique et qu'elle continue à faire un petit peu les veilleurs de l'aube. Et même contre les fake news, il faut vraiment faire preuve de vigilance. Merci beaucoup. Je me tourne vers Siham Arbib pour lui poser une autre question. Alors, en vous présentant tout à l'heure, au tout début de l'émission, je vais parler de votre rôle au sein de l'OMS, puisque vous avez travaillé au sein de cette organisation qui a un droit, on le sait, d'ingérence dans la santé des États et qui appartient maintenant à des fonds privés à plus de 70%. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui peut vous révolter? Complètement, complètement. Je trouve que l'OMS n'a pas joué son rôle. En revenant à votre première question qui est liée sur le confinement, les premières informations qu'on a eues en Chine, il y a relativement peu de morts par rapport à ce qu'on a connu, à ce qu'on connaît aujourd'hui en Europe. Mais quand on a vu ce qui se passait en Italie et le nombre de morts qui n'arrêtait pas de croître jour après jour, effectivement, de par peur, le confinement est devenu vraiment la chose la plus importante à faire, malgré le fait que les économies allaient être impactées. L'OMS aujourd'hui ne joue pas du tout son rôle de régulateur de la santé à travers le monde. Et je pense qu'il y a une des institutions qui va être obligée de se réformer au risque d'abandon, comme l'ont fait les États-Unis. Je ne suis pas pro-Trump, hein, loin de là, mais je pense que beaucoup de pays vont suivre effectivement ce qu'a fait Trump, c'est-à-dire d'abandonner l'OMS ou restructurer cette institution pour répondre concrètement aux besoins des pays. Merci beaucoup pour cette réponse. On va aller au Sénégal avec Monsieur Sako. Alors vous, est-ce que vous croyez à la générosité très affichée aujourd'hui de Bill Gates pour l'Afrique? C'est une question qu'on vraiment se pose aujourd'hui. On a du mal à y répondre. En Afrique, où il veut lutter contre la faim, on l'a bien vu, mais où il pourrit les sols d'OGM avec de l'azote, comme au Kenya, ça c'est source Mediapart, où il remplace les semences paysannes libres de droit, utilisées par 80% des petits paysans africains, par des semences industrielles protégées, on le sait commercialement. Quelle vision avez-vous aujourd'hui de Bill Gates? Monsieur Sako. C'est une question extrêmement difficile. Bill Gates, entrepreneur, et j'ai envie de dire, peut être en partie un exemple pour des jeunes qui rêvent de changer le monde. Donc oui, dans ce sens-là, c'est toujours inspirant de voir son parcours. Bill Gates, philanthrope, jeune africain, on se pose toujours des questions sur c'est quoi ses ambitions. On est toujours dans ce dilemme-là entre l'exemple, en tout cas en tant qu'entrepreneur, et comment il a changé le monde de la tech et
et celui qui est devenu philanthrope, qui aide, mais qui derrière peut-être a d'autres ambitions. Bref, assez compliqué. Je n'ai pas de point de vue, j'observe. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut apporter un autre élément de réponse par rapport à toutes ces questions qui viennent d'être formalisées avant de conclure? J'aurais ajouté peut-être un élément, Oui, c'est je pense que la question concernant Bill Gates et l'OMS peut être élargie au secteur de l'aide au développement en général, qui a énormément changé dans les 10-15 dernières années, où des acteurs non traditionnels tels que justement des philanthropes ont acquis un pouvoir et donc une capacité d'influence à travers leur financement tel qu'on ne l'avait jamais connu aujourd'hui. Et là, c'est un petit peu ironique parce que finalement, ça signifie que la voix des peuples, la voix des personnes qui devait normalement permettre je dirais, de démocratiser un petit peu la façon dont les politiques de développement seraient menées, qu'elles ne soient pas menées uniquement par les États, mais aussi influencées par ceux qui financent. La voix de ces personnes aujourd'hui, de certaines de ces personnes, un groupe très restreint, pèse trop lourd pour permettre aux acteurs, aux organismes internationaux, etc., d'agir librement. Ils sont trop dépendants, je crois, des bailleurs pour pouvoir ensuite mener les programmes de la façon qu'ils souhaitent. très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Alors, on arrive maintenant. Oui, Je voudrais ajouter une chose. oui, je vous en prie. Quand j'étais à l'OMS, en fait, je travaillais sur les financements innovants. Et l'objectif, c'était de travailler sur de nouveaux mécanismes qui permettraient le financement de l'OMS en faisant des ponctions sur les transferts d'argent notamment, sur les billets d'avion, dans le cadre d'United qui avait été créé par le président Chirac également et M. Douste-Blazy. Donc, il y a des mécanismes qui permettent le financement d'institutions internationales. Donc, au bout d'un moment, il y a un besoin d'être clair sur les objectifs et l'argent, en l'occurrence, on peut le trouver sans être dépendant d'un organisme X ou Y. Et avec cette pandémie, il y a un besoin vraiment de refonte de toutes les institutions internationales, européennes également, parce que l'Europe, je pense que l'Europe va être dans l'obligation aussi de revisiter sa copie. Et ça va être le cas de l'OMS, ça va être le cas des Nations Unies, qui a aussi été absente de cette... pour donner des résultats et des propositions à cette pandémie. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. On arrive maintenant au bout de cette émission. Je me fais taper sur les doigts parce que j'ai laissé trop de temps de parole. Il est temps donc maintenant de conclure. Je vais vous laisser la parole à chacun un peu pour le mot de la fin, mais vraiment, ne dépassez pas la minute, s'il vous plaît. Ah, vous êtes à l'antenne. Oui. Dans quel ordre? Oui, qui veut parler? Qui veut commencer ce tour de rôle pour la fin de cette émission et pour conclure? Oui, voilà. Voilà. Asia, c'est à vous. Asia, qui est l'ambassadrice. Écoutez-moi, juste deux points. Oui. 2 points, si vous permettez, parce qu'on ne l'a pas beaucoup évoqué. Si on parlait de la problématique de l'OMS, c'est tout le système multilatéral qui est hyper attaqué aujourd'hui. Il y a même un refus et qui est en train de se déliter. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est combattu par ceux-là même qui l'ont mis au point. Il était certes partial, parce qu'il excluait beaucoup de gens du tiers-monde, de la décision fondamentale au Conseil de sécurité et du veto, mais il était partiel, mais il a fini par s'imposer. Et maintenant, on a besoin impérativement d'institutions multilatérales fortes qui soient capables de prendre en charge précisément ce type de pandémie. Et par conséquent, nous aurons besoin de nouvelles règles et de construire un nouveau système qui soit fort et auquel justement les États croient et qui puissent recueillir l'adhésion aussi des populations et des sociétés civiles. Donc, il faut le légitimer aussi par l'action et par l'appui des sociétés civiles en leur expliquant le multilatéralisme, en tout cas rénové, maîtrisé et qui aille dans les biens communs de l'humanité. Car demain, nous avons le changement climatique, nous avons l'écologie à relancer pour sauver la planète. Très brièvement, un dernier mot sur la problématique du leadership. Eh bien, je suis ravie que l'Afrique ait donné et démenti justement
cette absence de leadership qu'on lui reprochait. Et au contraire, elle a fait preuve bien plus du reste que l'Europe. J'assiste d'ailleurs demain à l'émission sur le dernier président de l'Europe, sur le président Macron, fait par le German Marshall Fund. Donc, vous voyez comment on voit le leadership en Europe. C'est un petit peu ironique. Il reste évidemment à l'Afrique, pour qu'elle soit au rendez-vous, à transformer l'essai et à aller vers plus de gouvernance, vers plus de sérieux et vers plus. Il faut impérativement instaurer la confiance, et instaurer cette nouvelle confiance entre l'Europe et l'Afrique me paraît vraiment la planche de salut pour des relations apaisées. Merci beaucoup. Je m'en tiens là, comme ça je respecte la minute. Voilà. Merci infiniment. Monsieur Sacco, sur ce leadership maintenant un peu inversé entre l'Europe et l'Afrique, et votre mot de conclusion surtout, en 1 minute. Esprit de synthèse. Que vous avez. Moi, j'ai un regard, on va dire, extrêmement optimiste de l'avenir, j'ai envie de dire. Je travaille beaucoup avec les jeunes, les innovateurs, des start-upers ici au Sénégal, et j'ai pu entrevoir, en tout cas durant cette période difficile, tout leur engagement à vouloir accompagner autant le pays, le continent dans de nouvelles solutions, dans comment, on va dire, changer ce storytelling par rapport à cette capacité, à ce génie africain, à ce génie sénégalais. Donc, très clairement, je pense que c'est un des points sur lesquels on va regarder, c'est le fait qu'il y ait cette nouvelle confiance africaine à pouvoir faire face à des difficultés et à pouvoir se développer, à pouvoir proposer de nouvelles choses. Donc, très clairement, c'est sur ce discours très positif et optimiste que j'aurai ce mot de fin pour dire que on peut attendre que l'Afrique, en tout cas, puisse s'en sortir avec, en tout cas, une nouvelle force très, très intéressante à montrer au monde entier. Merci. Merci beaucoup, Jean-David. À vous pour le mot de la fin, votre conclusion. Alors, je pense qu'il y a des enseignements à tirer pour l'ensemble de l'humanité, en particulier en ce qui concerne ce que c'est que le développement. Le développement tel qu'on le voit aujourd'hui, si on prend par exemple les États-Unis, la génération qui naît actuellement a une espérance de vie qui sera inférieure à celle de ses parents, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis le 19e siècle. Et on parle d'un pays qui serait un modèle de développement pour tous et qui serait le pays le plus avancé de la planète. Donc, c'est une opportunité énorme pour l'humanité et l'Afrique de repenser le développement et en ce qui concerne la santé, de prendre en considération tous les aspects qui concernent la prévention. Je veux dire, on a eu Ebola, on a eu le Covid, il y aura autre chose. La prévention est essentielle et elle passe par, je crois, le renforcement du système immunitaire. Et il y a toutes sortes de techniques aujourd'hui qui permettent d'aller dans ce sens-là. Les thérapies naturelles, l'immunothérapie, une meilleure alimentation, un rapport différent à la nutrition, à la nature. Et c'est quelque chose que l'Afrique peut fournir. Ce n'est pas surprenant que Madagascar, par exemple, ait été un espace qui a fourni une solution possible, un remède possible, puisque Madagascar est un continent dont la diversité est parmi les plus riches au monde. Donc, il y a des enseignements à tirer de ce que l'Afrique peut apporter au monde et de ce que l'humanité doit apprendre de cette expérience. Merci infiniment pour cette belle intervention, Siam. Arbib, à vous le mot de la fin. C'est vous qui avez l'honneur et l'avantage de conclure. Merci. J'ai envie d'être positive aussi. L'Afrique a tous les ingrédients pour faire un bon gâteau, si je puis me permettre, dans le sens où ils ont une jeunesse qui est assez importante. On a vu aussi que pendant cette pandémie, il y a eu une accélération de l'éducation numérique, une importance aussi de prévention sanitaire, comme l'a dit mon collègue Jean-David. Et il y a une task force qui s'est mise en place avec les institutions africaines, notamment l'Union africaine, qui ont les capacités aussi de fournir des réponses sur comment accélérer l'indépendance économique de l'Afrique. Et il y a un besoin aussi de structurer, c'est un mot qui revient souvent, mais je pense que c'est le mot
le plus important en ce post-Covid-19, c'est de pouvoir structurer des chaînes de valeur par région africaine qui permettraient de répondre à une crise potentielle alimentaire, de répondre aussi à l'employabilité de cette jeunesse qui aujourd'hui a besoin d'espoir et de sédentariser cette population africaine pour pouvoir développer son pays. Et puis, la chose aussi qui est importante, c'est de pouvoir attirer la diaspora africaine pour pouvoir investir ou accompagner aussi les niches de développement économique en Afrique, soit dans son pays d'origine ou uniquement dans la perspective, puisque je suis chef d'entreprise, de trouver des potentialités de développement économique en Afrique.